Salut tout le monde, c'est Sina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau format, un nouveau concept que je voulais tester. En gros, je sélectionne une dizaine de questions et j'essaye d'y répondre directement sans avoir forcément préparé les questions. Donc c'est possible que je fasse de temps en temps que j'oublie des petits détails, des choses comme ça, mais j'avais envie d'un format un petit peu plus naturel parce que les autres formats ils étaient très cadrés et tout, et bref, j'ai envie de tester de nouveaux formats. Et j'ai surtout envie d'avoir vos retours là-dessus. Est-ce que c'est un format que vous aimez bien, que vous trouvez utile? Parce que, comme vous avez vu sur la chaîne en ce moment, je fais plein de formats différents pour justement voir ce qui peut plaire, ce qui peut vraiment aider aussi. Et donc, n'hésitez pas à me dire. On n'oublie pas aussi de s'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like, un commentaire si vous avez des questions d'ailleurs, c'est le moment et j'y répondrai dans ce format à nouveau. Alors aussi en description, je vous laisse un lien vers une vidéo que j'ai fait avec Tariq Amish sur laquelle on répond à des questions très visées sur les compositeurs. Et bref, vous cliquez sur le lien et ce sera dispo pour que je vous l'envoie. Alors, première question. C'est quoi la part d'un compositeur sur un placement? Alors, si on part des parts en mode des pourcentages, ça dépend carrément. Si tu es tout seul ou si vous êtes 4 sur la compo, évidemment, ça ne fait pas la même chose. Pareil, de base, on part du principe que si tu vas vers un artiste, en fait, que tu lui envoies tes prods et que cet artiste n'a pas d'éditeur et toi non plus, c'est 50-50, mais ça peut être différent, dépendant des cas. En fait, il n'y a jamais de cas unique. Tous les cas sont particuliers et tous les cas se négocient. Et pour ça, le mieux, c'est de prendre évidemment un avocat spécialisé dans la protection intellectuelle et qui travaille dans la musique, en fait, tout simplement. Dans la protection, pardon, propriété intellectuelle. Et donc, en fait, ça va dépendre, parce que s'il y a des éditeurs, pareil, en fait, on part du principe que c'est 25 auteurs, 25 compos, 50 éditeurs sur 100%. Et en général, ta part compo est égale à ta part d'édition. Donc, c'est-à-dire, imaginons, tu as l'artiste qui a un éditeur, lui il a 25%, son éditeur il a 25% du coup de la part d'édition. Et toi, tu as 25% et il te reste 25% que tu peux récupérer en utilisant les ECA. Donc ECA, éditeur à compte d'auteur. Donc éditeur à compte d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un dispositif que la SACEM a mis en place pour que en gros, un compositeur qui n'a pas de structure d'édition puisse quand même récupérer ses éditions. Parce qu'il y a des compositeurs qui pensent que avoir un éditeur, c'est obligatoire, alors qu'absolument pas. Soit en fait, ils offrent carrément leurs droits à des éditeurs, soit ils les vendent. Donc, dans le cas d'une vente à un éditeur, ça peut valoir le coup, mais tu peux aussi décider de les conserver. Et il y a un dernier truc, c'est que la top line, c'est une part de composition. Donc si tu es compositeur tout seul sur une prod, mais que derrière tu envoies ça à un top liner, tu vas devoir des droits de composition au top liner, parce que c'est considéré comme une partie mélodique du morceau. D'où le fait d'apprendre à faire des top lines soi-même, ce qui peut être pas mal déjà pour pouvoir montrer ta vision, surtout si tu fais des prods un petit peu plus originales. Et puis ouais, c'est des points en plus, enfin en tout cas c'est des points qui ne sont pas pris. Et pour ça, je te laisse un lien en description. J'ai fait un programme notamment dedans, il y a ça. Alors question suivante, c'est pas vraiment une question, c'est plus une problématique auquel répondre, c'est le manque d'inspi. Eh bien, j'ai une technique pour vous aujourd'hui pour le manque d'inspi, qui va être de partir des acapellas. En gros, vous prenez des acapellas, vous allez sur Voice Remover, vous utilisez RX, je crois que RX10 est sorti de Isotope. Et en fait, vous isolez la voix, comme ça vous avez votre acapella. Et ensuite, en fait, il faut construire toute une prod autour de l'acapella. L'avantage, c'est que forcément, quand on construit autour de l'acapella, on a déjà la voix. Donc, on va mieux apprendre à accompagner, à laisser de l'espace à cette voix-là, que si on fait des prods de son côté, même si je trouve que faire des prods de son côté, il n'y a rien de plus kiffant, parce que ça évite de brider aussi sur la partie créative. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est un processus qui n'est pas souvent utilisé, qui est très utilisé par certaines personnes dans l'industrie, parce qu'on va leur envoyer des acapellas. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des artistes qui vont poser sur des type beats par exemple. On va envoyer les acapellas à des compositeurs très réputés en général, pour qu'eux, ils refassent une prod autour. Et donc c'est une manière de faire des placements. Et ça peut être vraiment très sympa pour avoir un peu plus d'inspiration, en tout cas pour changer son processus. Alors, question suivante. Quelle a été la raison qui t'a poussé à ne faire que ça de ta vie?
En fait, je sais pas, je regarde le monde autour de moi, je regarde comment se passe notre monde, que ce soit sur le point de vue politique, sur le point de vue économique, écologique, bref, à peu près tous les points de vue. Et je me dis que la seule manière d'être heureux dans un monde pareil, c'est de faire ce qu'on aime. Alors ça peut paraître un petit peu pessimiste, pourtant je ne le suis pas du tout, je pense qu'on peut trouver complètement les solutions. Mais quand je vois comment ça se passe actuellement dans le monde, donc au moment où je tourne en octobre 2024, forcément, évidemment, je pense qu'à nos âges, ça pose, enfin n'importe quel âge, ça pose quelques questions, ça crée un peu d'inquiétude, et c'est normal en fait. Et donc je me suis dit, autant faire un truc que j'aime, dans lequel je peux très bien gagner ma vie. La musique, c'est le cas. Alors c'est dur, hein, ça prend énormément de temps avant que ça marche. C'est assez compliqué. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère comprend complètement ce choix. Et donc m'a poussé vers ça et m'a permis aussi d'avoir, en fait, de pouvoir juste rester chez elle pour pouvoir faire de la musique et pour pas avoir à prendre un taf à côté ou à faire des études par obligation. Donc ça a été une énorme chance que moi j'ai eue. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais donc voilà, évidemment, quand on a la possibilité, qu'on peut le faire, pourquoi pas le faire. Après, évidemment, c'est dur, ça tombe pas comme ça. Moi, je suis en indépendant, dans mon coin. Je ne suis pas un mec avec je sais pas, des personnes que je connais de base. J'ai pas un réseau de base, quoi. Donc, j'ai dû créer tout mon truc moi-même. Et en vrai, c'est super kiffant de faire ça dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime ce côté indépendant. J'aime ce côté on se fait comme des grands, quoi. Et donc, voilà. Voilà ce qui m'a poussé à faire tout ça, c'est de me dire, je vais faire ce que j'aime. Et puis, en plus, pour pouvoir juste être à la retraite ou bien vivre, on va dire, même si moi, c'est mon but d'aller à la retraite quand on est dans l'entrepreneuriat, enfin, c'est même pas un truc qu'on doit se poser, quoi. Enfin, c'est même pas une question qui vient à l'esprit. Mais il y avait ce truc de me dire, avec la musique, j'ai la possibilité de faire ce que j'aime et de me dégager vraiment des beaux revenus déjà pour avoir la vie que je souhaite et aussi pour pouvoir faire des switches dans ma vie. Parce que je me dis peut-être qu'à 40 ans, j'aurais plus envie de faire de musique. Donc il faut que je pense à une manière de pouvoir euh, non seulement vivre de ma musique, mais en plus avoir des investissements à côté. Et pour ça, j'avais besoin, en tout cas dans la musique, j'avais besoin de toucher à plusieurs choses, pas juste la composition. Parce que c'est plus dur avec la composition de vraiment bien gagner sa vie. Et je trouve que c'est très incertain, on va dire. Et donc, en fait, tout simplement, de choisir de diversifier mes activités me permet aussi de pouvoir tendre vers ça. Et donc, plus tard, d'avoir probablement les résultats escomptés qui vont me permettre de pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite et dans un confort, en tout cas une liberté qui est pour moi primordiale. Prochaine question. Quelle est la raison qui pousse les beatmakers à vouloir rester dans l'ombre? Ouais, elle est dure cette question. Je pense que la raison principale, c'est que il n'y a pas eu énormément de modèles de compositeurs, beatmakers, producteurs, appelez ça comme vous voulez, qui se sont mis en lumière. Je veux dire, il y a eu des mecs comme Dre, à la limite Timbaland aussi, mais Dre et Timbaland, c'était aussi des rappeurs à côté. Et je sais pas, je dirais plus récemment quand même Metro Boomin qui a vraiment montré la voie en vraiment se popularisant et en créant ses propres projets aussi, en tant qu'artiste en fait. Et je trouve que c'est peut-être ce truc-là qui manque un peu aux compositeurs de base, c'est qu'on se dit ouais, on va tout réussir à faire dans l'ombre, juste avec du réseau, on va se connecter à un tel, à un tel, à un tel. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la visibilité pour ça, parce que la visibilité, c'est aussi une source de crédibilité. Et je pense que ouais, c'est que juste on n'est pas arrivé à ce tournant où l'industrie aussi est capable de comprendre que côté compo, c'est là qu'on forme les meilleurs directeurs artistiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent toucher à la musique et ils savent la travailler réellement. Et donc que le jour où les maisons de disques par exemple, et en tout cas l'industrie au global sera capable de comprendre que les compos ont un temps d'avance au niveau musical, là je pense qu'on arrivera vraiment au renouvellement du rap. Je pense, je suis pas le seul à attendre, où on se dit waouh, bon, et ça avance pas, les sons, même des superstars, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a très peu de nouveaux hits qui sortent, il y a très peu de nouveaux, de nouvelles superstars pardon, qui font leur apparition. Et ouais, je pense que ça va être le déclic qui va faire évoluer le truc. Et ce sera pas plus mal pour notre industrie. Et ce que je pense, ouais, c'est que, en vrai, si tu veux,
vraiment t'épanouir en tant qu'artiste, il te faut la visibilité, il te faut les réseaux, il te faut les moyens de pouvoir travailler avec qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et je pense que c'est un truc qui n'est pas assez pris en compte par les compositeurs et qui leur fait du tort. Et se mettre dans la lumière, un peu faire du personal branding au final, hein, mettre en avant sa musique et mettre en avant une image à travers sa musique, c'est ce qui va permettre à plein de compositeurs de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je crois qu'en France, par exemple, on a Icasboy qui fait ça. Vous voyez, hein, bon, il y a très peu de noms qui font ça. Il y a Chaz aussi qui fait ça. Ils sont très peu et ils partent pas de rien, rien pour l'instant. Mais n'empêche que bah forcément, le fait de vouloir accentuer des collaborations avec des artistes, faire leurs propres projets, être considérés comme des artistes, bah déjà, ça fait d'eux des personnes qui vont plus loin dans le processus parce qu'ils sont obligés d'apprendre un peu la production, les éditions, enfin bref, tout le game business, on va dire. Et en plus de ça, même en studio, ils vont être considérés comme des artistes. Je pense que Metro Boomin, il n'est pas considéré seulement comme un compositeur quand il arrive en studio. C'est Metro Boomin. Et ça change la donne. Ça change la donne aussi sur la confiance. Il y a des gros artistes, évidemment, si Metro les appelle, bah, ils vont répondre présent. Là aussi, un autre compo tout aussi fort que Metro, qui a eu des placements de dingue, les appelle, bah, ils ne vont pas lui faire confiance de la même manière, en tout cas, ils ne vont pas lui donner leur temps. Donc, bah, petit conseil, mettez-vous en lumière et essayez de sortir vos propres projets. Ça, déjà, ça fera une belle diff. Question suivante. Comment tu fais pour améliorer ton sound design? Bah là, il n'y a pas trop de règles, hein, c'est juste le travail de l'oreille, toujours chercher à être meilleur dans le détail, toujours aussi regarder ce qui se fait. Ouais, en vrai, c'est surtout ces conseils-là qui sont importants. Après, moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je me forme. Je me forme notamment auprès de d'autres compositeurs que je trouve très très bons, ou alors d'ingé son que je trouve excellents. Bah, j'ai appris à mixer à travers des ingé sons, évidemment, qui font un travail extraordinaire. Je pense à Ilangelo, donc, qui a été ingé son beaucoup pour The Weeknd, et qui évidemment est un puits de savoir qui permet d'apprendre à très très bien mixer et très facilement. Et ouais, je vous dirais, formez-vous, apprenez auprès des gens, apprenez auprès des bonnes personnes. Ça, c'est super important. Parce que quand on n'apprend pas auprès des bonnes personnes, bah, généralement, on fait des erreurs et les mêmes erreurs que ces personnes-là. Et ouais, il faut être sans concession sur la qualité de votre musique. Et en fait, à force, ce que je remarque, c'est que, par exemple, si je vous prends mon sound design, ben, j'ai acheté plein de packs enfin plein de drum kits, pardon, plein de one-shot kits, plein de VST, plein de plugins. Et plus la qualité du son est bonne de base, moins il y a de traitement à faire, plus on peut arriver à des bons résultats. Parce que, en fait, non seulement tu as la prod qui va sonner déjà bien mieux de base, mais en plus de ça, le fait d'être beaucoup plus simple dans ton mix, parce que tu as beaucoup moins de choses à régler, va te permettre déjà d'y passer moins de temps, donc de moins risquer d'aplanir ton son et de le garder très vivant. Bah, l'autre avantage à ça aussi, c'est que moins je passe de temps sur mon mix, en tout cas personnellement, pendant que je compose, ben plus je passe de temps sur le son en lui-même. Et je trouve que ça fait la différence parce que j'ai plus à me concentrer sur les mêmes choses. Ça, c'est vraiment un énorme atout, je trouve, dans la composition, surtout quand, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je compose vite, c'est-à-dire que j'aime bien saisir un moment, une énergie, et j'ai pas envie de passer 2 heures sur la compo à régler chaque petit détail et tout. J'ai besoin que ça vienne d'un coup et que voilà, je saisisse l'énergie, j'en fasse quelque chose, quoi. Et du coup, évidemment, partir avec bah, les bons one-shot kits, par exemple, ça fait énormément de différence. Et pour ça, ouais, il y a pas d'autre choix que de tester, de se renseigner et de beaucoup travailler son oreille, essayer de se renseigner auprès des meilleurs, se former auprès des meilleurs. Et puis voilà, hein, vous aurez un bon résultat quoi qu'il arrive en faisant ça. Prochaine question. C'est quoi les 3 VST que tu utilises le plus en ce moment? Alors, qu'est-ce que j'utilise en ce moment? Bah, déjà, Falcon, UVI Falcon, incroyable. Bah, par exemple, pour du très bon sound design, hein, je vous le recommande à 200%. J'utilise Augmented Orchestra, je crois qu'il s'appelle à l'intérieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, qui est une banque, hein. En gros, Falcon, ça marche un peu comme Contact. C'est un logiciel de base avec des banques qu'on peut intégrer à l'intérieur. Et il se trouve que UVI fait en plus de ça des banques assez exceptionnelles. En tout cas pour moi c'est le top du top. Donc j'utilise surtout ça, j'utilise pas mal Scorch
Sourceware Audio, si je dis pas de bêtises. Pareil, très bon logiciel, facile pour avoir des sonorités qui sont déjà très bonnes. Tout n'est pas utilisable dedans, mais je trouve qu'il y en a, on peut trouver de temps en temps des sonorités qui sont vraiment intéressantes. Et aussi en ce moment, ce que j'utilise beaucoup, c'est Contact 7. Et aussi ce que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est Contact. Voilà, dedans, j'ai quoi? J'ai des banques, j'arriverai plus à me rappeler du nom, pardon, mais j'ai des banques qui sont vraiment très sympas à l'intérieur. Enfin, de toute façon, j'ai tout listé dans mes programmes, donc vous avez tout dans mes programmes si vous en avez besoin. Bah voilà, super logiciel aussi également. Il y en avait un que j'utilisais énormément, que j'utilise plus du tout, c'est Omnisphere. Pourquoi? Bah parce que je pense que pendant 3 ans, j'ai dû utiliser que ça, donc j'en peux plus, j'ai fait le tour du logiciel x25, et je le trouve plus si moderne que ça, en tout cas en termes de sonorité. Donc voilà, moi c'est ces trois-là. Prochaine question, bah, c'est un peu une question qu'on m'a posée, qui était pourquoi est-ce que j'avais du mal avec les coprods, pardon, un peu dans tous les sens. Moi, le truc qui fait que j'ai du mal avec les coprods dans tous les sens, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a maintenant, ils savent plus réellement produire de A à Z. Et je trouve ça dommage parce que perso, je trouve que c'est quand même un processus intéressant de savoir en plus de tes loops mettre des drums ou en plus de tes drums mettre des loops. Et je trouve que ça a amené un truc où il y a beaucoup de gens qui vont chercher des loops sur Splice ou sur Tracklib, je crois que ça s'appelle, et qui mettent juste des drums dessus, mais en vrai, ils savent même pas composer quoi que ce soit en termes mélodiques. Et je trouve que c'est rater une grosse partie du travail que de ne pas savoir faire soit l'un, soit l'autre. Après, évidemment, les loops, c'est super pour coprod, plus que les drums, parce qu'en général, les mecs qui vont faire les drums, c'est les mecs avec qui tu veux coprod, et pas l'inverse. Donc oui, évidemment, les loops, c'est super intéressant dans ce sens-là. Mais pareil, l'autre truc qui, moi, me dérange, c'est un peu les mecs, genre, ils font une loop, ils l'envoient à 50 compositeurs différents, juste dans le but d'avoir des placements. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que, pour moi, il y a un intérêt réel à faire de la musique, c'est-à-dire c'est une vraie passion et c'est vraiment quelque chose que j'aime et je le fais pas juste par intérêt. Et je travaille pas avec des gens, avec d'autres artistes par intérêt. Je trouve ça très négligent de me dire tiens je vais l'envoyer à tout le monde et puis on verra bien qui arrivera à faire une prod dessus et allez on espère que ce sera placé. Je suis pas trop dans cette mentalité-là. J'ai d'abord envie de faire un vrai bon son avec quelqu'un que je trouve vraiment bon. Et si ça arrive à un placement, tant mieux. Si ça arrive pas à des placements, rien à foutre en vrai. Donc voilà, moi c'est un peu ça ma philosophie. Évidemment, c'est pas celle de tout le monde, je respecte celle de tout le monde. Mais j'avoue, de mon côté, je trouve que faire de la musique, c'est avant tout faire de la musique, c'est avant tout un parcours humain et c'est pas juste une accumulation de tentatives de disque d'or, quoi. Prochaine question. Comment tu choisis les artistes avec lesquels tu acceptes de collaborer? Alors ça, pour ça, j'ai mis une vidéo qui s'appelle Les 3 types d'artistes, je l'ai mis sur YouTube. Où dedans je vous explique les choix que je fais qui me poussent à travailler avec un artiste plutôt qu'un autre. Je pense que la base des bases des bases, le truc le plus important, c'est les valeurs. Les valeurs, les principes, l'éducation, tout ce truc-là. Impossible de refaire les valeurs et l'éducation de quelqu'un. Par contre, on peut tout lui apprendre en studio. Et je sais pas. En tout cas, pour travailler avec des artistes sur du long terme, j'estime que c'est essentiel de bien s'entendre humainement avec la personne, que les valeurs soient respectées parce que ça va mener à beaucoup moins d'incompréhension et surtout, après ça dépend comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs et tout. Moi c'est très basé quand même sur la loyauté. Je pourrais pas supporter de travailler 5 ans avec un artiste, de lui donner tous les conseils, de le former de A à Z pour que le jour où il le peut, il signe chez quelqu'un d'autre et qu'en fait au final il me fasse un doigt entre guillemets parce que en tout cas moi je le prendrais comme ça dans le sens où pendant des années j'aurais investi du temps aussi sur sa carrière sans en avoir forcément des répercussions positives dans ma vie. En tout cas en termes d'opportunités, de crédibilité ou de gains, n'importe. Donc ouais, pour moi, par exemple, la loyauté, ça compte beaucoup. Un truc sur lequel je fais super attention, c'est le rapport des artistes avec les femmes. Si vous voyez des mecs, mais de toute façon, ça, je trouve que ça marche dans la vie en général. Si vous voyez des mecs, c'est des gars super sympas et tout. Mais dès qu'il s'agit des meufs, c'est des gros chiens de la casse, fuyez-les. Ces mecs-là, c'est toujours des mecs, si ça marche pour eux, surtout dans un milieu artistique, c'est toujours des mecs qui vont vous poser des problèmes. Donc, à fuir absolument. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Je remarque qu'il y a plein de mecs comme ça qui sont super problématiques au final. Et je préfère les éviter plutôt que d'associer une seule seconde mon nom à ce genre de mec. Sinon, à part ça, le truc que j'essaye de regarder,
c'est le point fort de l'artiste. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un point fort quelque part déjà? Et si oui, c'est quel type de point fort? Et par rapport au travail que j'ai à faire avec, est-ce que c'est un point fort qui est utile ou qui ne l'est pas? Par exemple, je vais vous prendre un exemple, Nigma avec qui je travaille. Nigma, en studio, il a été très longtemps vraiment mauvais. Maintenant, il est devenu bon parce qu'on a vraiment travaillé, on s'est vraiment buté pour qu'il ait un bon son. Mais ça a pris facile 3 ans. Le truc de Nigma, c'est que en studio, en fait, moi, je sais que je peux tout lui apprendre. Je sais que j'ai le niveau pour sortir les meilleures productions, quoi. Et même que ce soit en top line et tout, je l'ai appris à faire des refrains, par exemple. Je sais que je suis très bon dans ces trucs-là. Donc ça m'inquiète pas du tout de me retrouver en studio avec un mec comme lui, qui a la dalle, qui a les valeurs, et qui se donne à fond, mais qui n'est pas forcément bon à la base. En fait, je m'en fous parce que je sais que moi, je vais pouvoir lui apporter toute la vision artistique qui va lui permettre de devenir bon à la fin. Et c'est ce qui se passe. Le truc, c'est que moi, par exemple, sur d'autres points, je vais être beaucoup moins bon. Alors, point business, pareil, j'ai pas besoin d'un artiste qui soit calé en business, même si c'est toujours mieux, parce que c'est toujours important quand on est un artiste de comprendre son business, de comprendre le business des autres dans le milieu dans lequel on évolue, dans l'industrie dans laquelle on évolue. Inversement pour les compos, il faut que vous fassiez cet effort-là, parce que je vois des compos demander des 3000 € la prod à des purs inconnus qui ont 500 followers. Vous attendez à quoi les mecs? Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, par exemple, pour tout ce qui touche à la scène, je ne suis pas forcément très bon. Alors, j'ai fait des scènes, j'ai fait même pas mal de scènes dans ma vie, mais pour autant, j'estime pas... Enfin, j'ai un bon œil, je pense, mais je ne suis pas capable de te dire, voilà, sur scène, tu vas rentrer, tu vas faire ça, ensuite, tu vas te mettre comme ça, tu vas danser comme ça, regarde, je te montre le mouvement et tout. Pas du tout. Moi, je suis capable de voir une prestation et de dire, ouais, ça, c'est à revoir, ça, c'est à revoir. Là, c'est bien, ça, utilise-le plus comme ça, ou notamment sur la communication avec le public, où là, je pense que je suis très bon pour saisir le truc. Donc, je vais le dire, par exemple, à Enigma, je vais potentiellement le conseiller là-dessus. Mais je ne peux pas vraiment faire grand-chose, en tout cas, sur tout ce qui est scène, tant que je m'y intéresse pas à 200%, ce qui n'est pas le cas. Et l'avantage de Nigma, son point fort, c'est la scène. Donc sur scène, il n'y a rien à revoir, il n'y a rien à refaire. En tout cas, il n'y a que des améliorations à mettre. Mais comme ça, il est déjà très très bon sur scène. Il enflamme à chaque fois qu'il fait une date. Ça se passe trop bien avec le public, tout le monde est à fond. Enfin franchement, ça marche super bien sur scène. Et donc forcément, c'est un point déclencheur. Parce que je me dis, ok, là son point fort, c'est un truc sur lequel moi je ne peux pas travailler dans l'instant T en tout cas. Et donc j'ai besoin que lui soit bon là-dessus. Il l'est de lui-même. Donc magnifique, parce que sur ses points faibles, là je suis là et là je peux travailler avec lui et là on peut augmenter le niveau. Prochaine question, et pas des moindres. Quel statut juridique prendre quand on veut démarrer en tant que beatmaker? Alors, ça dépend, mais de fou. Là, ça dépend vraiment de votre travail, ça dépend vraiment de... Ouais, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, si vous avez un CDI, ou si vous n'avez rien en particulier. Là, pour le coup, il faut vraiment se tourner vers des experts comptables, des comptables. Il ne faut pas faire de bêtises sur ce genre de choses. Ça ne coûte pas si cher que ça. Ça va vous coûter, c'est pas gratuit non plus, mais ça ne va pas vous coûter si cher que ça. Ça va vous coûter entre 300 et 500 € d'aller voir un expert comptable pour qu'il vous monte la bonne structure et pour qu'il le fasse par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. Donc, je dirais que le plus important, c'est de faire ça. Maintenant, de ce que moi j'ai vu, il y a deux façons de faire, en tout cas quand on démarre, qui sont soit la micro-entreprise, soit le BNC. Et je dirais logiquement d'aller vers le BNC. Pourquoi? Parce que le BNC, en fait, vous êtes imposé que sur vos bénéfices. Donc imaginons, vous faites 10 000 € de dépenses dans l'année pour du matos, je sais pas, un nouveau PC, des VST, des déplacements pour aller en studio ou n'importe, et que vous faites 20 000 € de chiffre d'affaires, vous n'avez que 10 000 € de bénéfices, donc vous êtes imposé que sur votre bénéfice. En faisant très gros, les pros de la finance, pardonnez-moi, j'essaye de faire grossier, mais efficace, simple à comprendre. Donc en gros, vous allez être imposé que sur 10 000 €, donc évidemment, ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous êtes imposé sur 20 000 €. Et surtout, il y a un cas où c'est assez important, je trouve, surtout quand on démarre, de se mettre plutôt sur du BNC que sur de la micro-entreprise. Attention, je le rappelle, je ne suis pas expert comptable, prenez un expert comptable pour ça. Mais si vous êtes à 10 000 €
d'investi, on va dire, comme j'ai dit là dans le PC, les VST, n'importe, et que vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires, ben vous êtes à zéro en soi, vous n'avez pas gagné d'argent. Et l'avantage du BNC, c'est que vous n'allez donc pas payer d'impôts. Là où, en micro-entreprise, si je ne dis pas de bêtises, il y a 20%, donc 2 000 euros. Donc vous vous retrouvez à moins 2 000, là où en BNC, vous vous retrouvez à zéro. Ce qui est quand même une grosse différence, surtout quand on lance. Parce que c'est vrai que quand on fait 600 000 de chiffre d'affaires, on n'est pas à 2 000 euros près, mais quand on fait 12 000 de chiffre d'affaires, on est vraiment à 2 000 euros près. On est même à 500 euros près. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, et c'est pour ça que vraiment les experts comptables, les avocats spécialisés dans la création d'entreprises, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Il faut vraiment que vous preniez ça au sérieux quand vous voulez vous professionnaliser, parce que sinon ça va être impossible de bien vous professionnaliser. Vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter tellement d'argent que ça va vous dégoûter de la musique, sachant que c'est déjà pas si simple de gagner sa vie dans la musique, et surtout c'est pas si simple de commencer à vraiment générer des revenus. Ça va vous demander en général, surtout si vous êtes en indé et que vous aimez faire les choses par vous-même, plusieurs années de bon gros travail avant d'avoir quelconque résultat vraiment intéressant. Donc, faites super attention à ça. Les structurations, c'est ce qui peut vous faire perdre énormément. Et on arrive à la dernière question. Et alors la question c'est, est-ce que je vois un problème à des substances, l'utilisation des substances pardon, en studio? Alors pour préciser en commençant sur cette question, moi-même je fume des joints de temps en temps. Donc je sais ce que c'est que de fumer des joints, j'ai des potes qui boivent, voilà, je sais, enfin, je vois très bien ce que c'est, donc mon avis n'est pas corrélé à ça. Mon avis il est plutôt, on va dire, rationalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que je remarque des choses en studio qui font que je pense absolument, en étant sûr et certain, que la bœuf et l'alcool, et voire autres substances, parce que moi, par substance, j'entends ça, mais je sais qu'il y en a, ça va à la coke ou LSD ou ce que vous voulez, bref. Il y a plein d'autres substances, vous connaissez. Ce que je remarque, c'est que c'est bien plus quelque chose qui brille que quelque chose qui permet d'être créatif. Et j'ai vu 2 cas d'utilisation où les mecs te disent « Ouais, non, mais j'ai besoin de ça pour faire une bonne session. » Et donc, premier cas, souvent plus chez les artistes que je remarque ça, enfin chez les artistes dans le sens rappeur, chanteur, chanteuse, rappeuse, n'importe, c'est que souvent, pour eux, en fait, c'est une excuse. En gros, c'est juste des gens qui ont une vraie addiction et qui se cachent et qui, en tout cas, trouvent une réponse, entre guillemets, logique à leur addiction pour qu'on les laisse tranquilles, fumer ou boire ou ce que vous voulez. Ça, c'est des gens qui, juste, sont très addicts. Donc, qui vont vous dire ça pour déjà se convaincre eux-mêmes. Donc bon, c'est un peu triste dans un sens, mais c'est une réalité que je vois. Je vois vraiment des gens sortir ça et c'est vraiment, tu le sens, c'est juste parce que ils peuvent pas se passer de ça, plus que parce que ça leur permet de faire quelque chose. Et il y a un deuxième cas, c'est aussi ceux qui se retrouvent en session studio avec plusieurs gens, dont leurs potes par exemple. Et j'ai remarqué que, pareil, côté artiste, dans le sens chanteur, chanteuse, rappeur, rappeuse, je remarque que déjà c'est eux qui consomment le plus quand ils sont en studio. Et aussi en fait que c'est pour eux une manière de pouvoir se donner une certaine liberté. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un problème de confiance. Ils vont se dire ouais, compliqué pour moi de pouvoir, je sais pas, poser un 16 devant mes potes, pouvoir dire un truc qui me tient à cœur devant mes amis et tout. Et donc ils vont prendre une substance pour avoir, entre guillemets, la confiance de pouvoir aller au micro et être entendu pendant qu'ils posent leur truc. Et l'autre problème, enfin, du coup, l'avantage à ça, c'est que ça va leur permettre à eux de pouvoir dire s'ils se foirent total et que tout le monde se fout de leur gueule parce qu'ils viennent de lâcher un couplet mais complètement catastrophique, de dire ouais mais c'est parce que j'ai fumé ou c'est parce que j'ai bu. Et donc en fait ça leur permet d'avoir une genre de protection autour de leur intimité qui leur fait croire entre guillemets, puisque bon ça reste quand même l'utilisation de substances en studio et ça ne permet pas d'être complètement lucide, mais ça leur permet de pouvoir se dire ok, j'ai une porte de sortie au cas où je fais de la merde parce que j'assume pas assez ce que je fais. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'en déduis, en tout cas ce que je vois et ce que je ressens quand je vois ce type d'artiste-là. Donc, ouais, non, moi je pense que c'est absolument pas quelque chose qui booste. Au contraire, vraiment au contraire à mes yeux. Donc bon, pour résumer, je pense que c'est un petit peu dommage d'utiliser ça pour vaincre une timidité ou une peur ou n'importe.
Franchement, si votre peur c'est que vos potes se foutent de votre gueule en studio parce que vous avez fait de la merde, on s'en bat les couilles. Les mecs qui comprennent ça, qui comprennent que la musique, enfin ce qui est réellement la création artistique en général même, savent que bah forcément on peut pas toujours faire des perfects et que des fois on fait de la merde. Ça fait partie du processus et je pense qu'il faut l'assumer ce processus-là. Moi j'adore montrer à mes potes par exemple les prods les plus claqués que je fais et on se tape des barres dessus vraiment, mais parce qu'elles sont objectivement elles sont nulles ces prods-là et c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi plein d'autres prods qui sont très bonnes, voire des prods que je trouve où on les écoute, on se dit ah là là, mais Sina, mais quel producteur! Et voilà, ça fait partie du jeu en fait. C'est important d'être dans ça. En tout cas, je pense si vous voulez vraiment déjà vous préparer mentalement, moralement à ce qu'est l'industrie, parce que avoir trois potes qui rigolent sur le canapé parce que la prod elle est merdique, c'est une chose, mais demain sortir un son avec une, je sais pas, avec une superstar, c'est votre premier gros hit, il part en single avec un clip, et là tout le monde descend le son, notamment la prod en disant que ça pue sa mère, ça va vous faire très très mal si vous n'arrivez pas à avoir ce recul suffisant pour vous dire c'est que de la musique et ça arrive en fait de faire de la mauvaise musique, ou en tout cas une musique qui plaît pas à tout le monde. Parce que, pareil, vous pouvez faire un très bon son, mais il plaît à personne. Bon, bah c'est la vie, mais le son, il est très bon, c'est ça qui compte. Donc voilà, je pense que vous devriez éviter ça. Et évidemment, alors là, conseil qui sort du cadre musical, mais je vous déconseille évidemment les drogues dures. Les ravages en studio sont phénoménaux, les suicides sont phénoménaux. Il y en a qui utilisent ça pour être plus performants, pour gérer le stress, gérer la pression. Je pense qu'il vaut mieux rater sa vie que de faire ça dans ce sens. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas un système qui tient, c'est pas un système qui vous amènera à quoi que ce soit de positif sur du long terme, c'est très court terme. Et le court terme, ça ne fonctionne pas avec une carrière dans la musique. Vous verrez, hein, même ceux qui réussissent très tôt, au final, c'est ceux qui ont le plus d'emmerdes à la fin. Et donc, faites très attention à ce genre d'utilisation parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. Et ok, c'est de la musique, c'est votre passion, je comprends complètement, moi je fais toute ma vie là-dedans, mais il y a quand même un cadre extérieur à ça, c'est-à-dire qu'il y a la vie en général et la vie ne peut pas s'arrêter qu'à la musique. Et donc faites très attention à ça si demain vous avez, en tout cas la projection, l'envie d'avoir une famille par exemple, ou si vous avez, je sais pas moi, l'envie de construire quelque chose sur du long terme avec des amis, avec des proches. Bref, je pense que l'utilisation des substances dites drogue dure sera que négative dans votre vie. Et si vous êtes là-dedans et que vous m'écoutez et que vous ne savez pas comment vous en sortir, ou en tout cas que vous avez l'impression de ne pas réaliser la dureté du truc, bah, je pense que vous faire accompagner, c'est la meilleure des choses. C'est super important pour pouvoir être bien dans votre peau, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, avoir un regard extérieur de confiance. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Juste essayer de faire au mieux pour être meilleur chaque jour et pour vous débarrasser de ce qui peut potentiellement vous poser problème dans la vie. Voilà, en essayant d'être avec un discours le plus, le plus ouvert possible sur ça, parce qu'évidemment, après, voilà, chacun son rapport à ça. Moi, j'avoue, j'ai un rapport très compliqué aux drogues dures, à l'utilisation des drogues dures, mais je respecte le fait qu'il y a des gens qui sont tombés dedans pour X ou Y raison, chacun son passé, chacun sa vie, et chacun son histoire, on va dire. Mais voilà, je peux que vous conseiller d'aller vers quelque chose qui va vous amener à ce niveau-là, à pouvoir en tout cas avoir des armes, les armes de choisir, juste ça déjà. Ça vous fera une grande différence dans la vie et ça vous permettra de vous renforcer et de réussir au fur et à mesure et à mesure et à mesure, soit à réussir des grands projets, soit à réussir des projets, je ne sais pas, peut-être plus perso que musicaux. Bref, en tout cas, je vous souhaite le meilleur à ce niveau et je vous conseille évidemment à tous, même en dehors des gens qui traversent des périodes difficiles, que ce soit avec de la drogue ou n'importe quoi. Mais dans la musique, je vous conseille vraiment d'avoir des avis extérieurs de confiance type psy. C'est vraiment, 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 vraiment important pour que vous soyez stable, pour que vous ayez quelqu'un auprès duquel vous défoulez, parce que souvent vous allez vous retrouver avec des entourages qui ne comprennent pas toujours réellement ce que vous faites. Et à moins d'avoir un entourage qui est déjà dans la musique, bah ouais, c'est compliqué de trouver des gens qui sont capables de comprendre pourquoi est-ce que toute la journée vous êtes sur FL Studio par exemple.
et quels sont vos rêves, est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous visez et tout. Pour ça, ça va être compliqué, en tout cas si vous partez de rien, de trouver des gens dans votre entourage qui sont capables de comprendre ça, en tout cas avant un petit moment. Même s'ils veulent comprendre et qu'ils vont dans votre sens. Et pour ça, je trouve que se faire accompagner, se faire suivre, c'est la meilleure des choses, en particulier quand ça va bien, parce que c'est le meilleur moment pour pouvoir actionner un travail qui vous permet réellement d'évoluer et pas juste de rattraper les baisses qui vous arrivent. Et ça aussi, ça fait partie d'une bonne routine, on va dire, pour un compo, un artiste, n'importe, un producteur, ce que vous voulez dans la musique, qui veut être au top, veut réussir au mieux et veut atteindre ses objectifs. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, aucune idée. Moi là, je suis à 47 minutes parce que je pense qu'il y a des passages que je vais cutter parce que tout simplement j'ai bégayé, j'ai recommencé des questions parce que en plein milieu, j'oubliais ce que j'avais dit 3 phrases avant. Mais j'ai trouvé ce concept super intéressant. Moi, ça me permet aussi de faire un truc un peu plus en freestyle. Ça me permet de tirer plein de passages aussi pour les réseaux sociaux parce que comme vous le savez, je suis sur les réseaux, donc sur TikTok et Insta également, Sina Musique évidemment. Et en fait moi ça me permet aussi de tirer des extraits, de pouvoir avoir des extraits tous les jours qui vont sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour la visibilité dans une stratégie de communication aussi. Et donc forcément ce genre de format où je suis plus naturel, je suis pas en train de répéter un truc que j'ai dû apprendre, bien structuré dans ma tête pour justement vous le donner avec les bons éléments, les bons détails au bon moment, même si ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'en faire, mais c'est un travail qui est complètement différent et qui est, on va dire, un petit peu moins épanouissant pour moi. Et je sais pas, je préfère ce travail-là où j'ai l'impression que ouais, le côté naturel est beaucoup plus agréable. Même moi, ça me permet d'un peu plus ressortir ma personnalité, d'un peu plus donner mon point de vue que j'ai envie de partager parce que je me sens pertinent là-dedans. Et d'ailleurs, vous me le direz en commentaire, n'hésitez pas. Et ouais, enfin, j'adore ce format en tout cas. En le tournant, je le trouve génial. Il me demande aussi un petit peu moins de temps de préparation. Bah ouais, c'est du freestyle, c'est-à-dire que je pars de mes connaissances, je prends un petit bout de papier, j'ouvre, je lis et j'y réponds comme je le pense, directement. Et j'estime que ce côté instantané, cette énergie, encore une fois, instantanée, et je pense plus qualitative. En tout cas, va donner des formats, en tout cas sur le long terme, plus qualitatifs. Mais ça, je vous laisserai me le dire. En tout cas, si vous avez aimé ce format ou si vous préférez d'autres formats, n'hésitez pas. Des commentaires. En description, premier lien, l'interview avec Tariq, qui est vraiment très intéressante, surtout si vous êtes dans la composition. Après, il y a d'autres liens pour mes podcasts, si vous le souhaitez. Il y a aussi un lien pour le programme de composition que je fais avec Tariq, justement, avec Tariq Amish. Qui est un programme qu'on trouve excellent. Et voilà,